Bonjour et bienvenue dans Capsule. On se retrouve aujourd'hui au Caméo. C'est un des cinémas qui fait partie du groupe Les Grignoux, ici au centre de Namur. On se retrouve dans Capsule. Le principe, deux invités, un lieu inédit et une bombe pédagogique à débattre et à partager. Bonjour Anne-Sophie, bonjour Caroline. Bonjour Amélie. Bonjour. Bienvenue, on se retrouve ici au Caméo pour tourner cette capsule. Un lieu inédit, vous le savez, on tourne toujours dans un lieu un peu particulier. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler pédagogie et diversité des publics au sein de nos enseignements. On se retrouve dans un cinéma au centre de Namur, c'est pas par hasard. Le cinéma, c'est quand même le lieu qui a mis en lumière la diversité dans la société au travers de films qui nous ont tous marqués, Le 8e jour, Hors normes, et ici dernièrement, Le petit campus de Artus, qui nous rappelle encore cette nécessité de parler de ce sujet très important. Je suis super enthousiaste de vous voir. On va commencer par une question très large. Concrètement, parler diversité dans l'enseignement, dans le monde académique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien pour moi, c'est donner à chacun, vraiment à chaque étudiant dans nos classes, dans nos auditoires, une place, et la place qu'il mérite en fait. Vraiment lever les barrières, essayer d'extraire un maximum de biais pour qu'il se sente le mieux possible pour suivre son parcours académique. Oui, c'est ça. C'est finalement se dire que les étudiantes et les étudiants qu'on a en face de nous, dans nos classes, dans nos auditoires, ils sont aussi, ils ont chacun leur spécificité et ils sont le reflet de la diversité des personnes qui composent notre société aujourd'hui en 2024. Donc la diversité dans l'enseignement supérieur, finalement, c'est prendre en compte l'évolution de notre société et donner la place à chacun et à chacune. Alors à vous entendre, ça semble quand même très important de parler de cette diversité parce que sur le terrain, c'est ce que vous observez et on ne peut pas passer à côté de ça. Concrètement, c'est quoi tenir compte de cette diversité dans les pratiques enseignantes ? Alors, en 2014, il y a un décret finalement qui est sorti, qui a pu un petit peu justement donner un cadre à cette prise en compte de la diversité de nos étudiants dans l'enseignement supérieur. Donc c'est le décret qui est relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap. Donc ici, le décret, il a ciblé une partie des étudiants en donnant finalement la possibilité aux étudiants porteurs d'une maladie, d'un trouble, qui en interaction avec son environnement va être finalement vécu comme un handicap pour suivre leur parcours scolaire. Et donc ce décret donne la possibilité à ces étudiants de demander des aménagements raisonnables pour suivre leur parcours académique dans l'enseignement supérieur. C'est ça. Et donc, il y a toute une série d'étapes, si tu veux, que les étudiants sont amenés à réaliser malgré tout pour avoir, au bout du compte, cet accès aux aménagements raisonnables. La première chose, c'est qu'ils vont demander la reconnaissance de leur situation. Et donc, pour ça, ils doivent remettre une attestation d'un spécialiste au service inclusion des hautes écoles ou universités. Et donc, par la suite, on a ensuite des réunions avec les enseignants, avec certains membres de l'institution, pour réfléchir sur la demande d'aménagement. Est-ce qu'ils sont réellement raisonnables ? Il faut vraiment que ce caractère raisonnable soit pris en compte. Et puis, par la suite, on revient vers les étudiants avec une proposition d'aménagement pour voir si tout cela leur convient. Et on acte en fait de manière plus administrative, plus formelle, la mise en place de ces aménagements. D'accord. Et donc il y a tout un travail en amont qui est réalisé par un service dans lequel je pense vous travaillez.
Et puis, on passe à la phase concrète sur le terrain. L'enseignant est face à ses étudiants et concrètement, lui, qu'est-ce qu'il va devoir mettre en place pour répondre justement aux aménagements et aux desiderata, en tout cas aux lignes directrices que vous avez, vous, dessinées en amont avec l'étudiant. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans un cours? Alors, de manière générale, il y a des aménagements qui deviennent maintenant assez habituels. Et donc, pour la plupart des enseignants, ça se met en place de manière complètement naturelle, automatique et bienveillante. Je pense par exemple aux aménagements pour les étudiants qui souffrent de troubles d'apprentissage. Donc on a des aménagements au niveau des copies, par exemple, des copies d'examen, etc. Donc on évite les recto verso, on adapte la police de caractère. Évidemment, il y a le temps supplémentaire qui est essentiel. Et donc ça, on n'a plus forcément besoin d'appuyer ces aménagements qui sont connus. Ça, c'est plus un obstacle, quoi. C'est ça. En général, c'est assez naturel chez l'enseignant d'y penser. Oui, voilà, c'est ça. C'est assez rare qu'on ait encore des difficultés à mettre en place ce genre d'aménagement. Et voilà, donc ça, je pense que c'est important de le dire que l'enseignant a évidemment sa part à faire au niveau des aménagements raisonnables, mais ça peut vraiment faciliter qu'il y ait un soutien complémentaire pour mettre en place correctement ces aménagements. Tout à fait. Et c'est le moment, je pense, de pointer le travail de toute une équipe. Le personnel administratif au niveau de la réservation des locaux, des horaires, c'est pas rien, c'est un travail vraiment qui est quand même conséquent, mais également le soutien de nos autorités dans la mise en place des aménagements. Quand eux-mêmes ont cette vision de l'inclusion, c'est beaucoup plus facile pour nous de mettre en place certains aménagements. Et puis toute l'équipe qu'on a dans le service, autour du service aussi, le service d'aide à la réussite, les collègues qui sont directement liés à l'équipe. Enfin, on a beaucoup de chance. On sent bien que, en tout cas, c'est un paradigme qui change complètement. La posture que vous soutenez et la façon dont on réfléchit le cours pour répondre à cette diversité du public qui est face à nous. Et j'entends que ça se passe en tout cas de manière très fluide et que ça se fluidifie avec le temps. Et on sent que dans ce que vous expliquez, au niveau des horaires, au niveau des supports de cours, c'est des choses qui deviennent un peu plus systématiques. Et à côté de ça, j'entends aussi des discours qui sont très dissonants d'enseignants, qui ont encore des réflexions pas toujours positives face à ces demandes. Comment est-ce qu'on raccroche ces enseignants-là à cette philosophie, à cette envie de répondre au plus grand nombre? Comment est-ce qu'on les raccroche, ces enseignants-là? Par la communication, je pense, par l'ouverture aussi. On peut entendre leur désarroi ou leur méconnaissance aussi de certains handicaps, maladies ou troubles. Et donc, je pense qu'en informant, en laissant la place à la discussion, en leur téléphonant, en créant des moments vraiment de rencontre avec les enseignants, je pense que ça peut faciliter la mise en place d'aménagements qui sont parfois plus compliqués. Je dirais aussi qu'en fait, ça peut être intéressant d'ouvrir les possibilités, c'est-à-dire que de changer un peu de paradigme, comme tu disais, dans le sens où certains aménagements, finalement, peuvent être bénéfiques pour tous les étudiants, qu'ils soient reconnus en situation de handicap ou non. Donc, je pense qu'aussi faire en sorte que les enseignants puissent dialoguer entre eux, pouvoir s'échanger des bonnes pratiques, se dire, voilà, cet aménagement-là, finalement, il m'a permis peut-être d'observer que mon cours peut être adapté de cette façon-là, et finalement, c'est bien pour tout le monde. C'est pas juste pour une minorité ou pour un étudiant qui a osé finalement franchir le pas du service, franchir la porte du service inclusion. Un des mythes aussi qui me semble intéressant à déconstruire aujourd'hui, c'est cette idée de que mettre en place des aménagements raisonnables, c'est agir sur les exigences qu'on a au niveau des apprentissages et cette impression qu'on va niveler vers le bas. Qu'est-ce qu'on répond à ces enseignants-là qui pensent ça, qui ont cette croyance-là? C'est bien que tu y reviennes parce qu'on l'entend chez les plus petits comme on l'entend chez les plus grands. Dans le fondamental aussi, c'est quelque chose qu'on entend. Et moi, je reviens souvent avec cette question de dire qu'évalue-t-on ? Dans ton cours, qu'est-ce que tu évalues en fait ?
Parce que voilà, il ne faut pas non plus que ce soit une double peine. Je pense par exemple à la maîtrise de la langue française, qui est une compétence qui est souvent sollicitée dans les examens. Cependant, il y a bon nombre d'étudiants qui sont pénalisés parfois 2 fois. Caroline, tout à l'heure, tu parlais de finalement ces aménagements. Pour une minorité, faisons-le pour une majorité. On le fait pour tous. Derrière ça, il y a quand même un pas pédagogique, et on en a parlé récemment ici lors d'une journée pédagogique, de cette pédagogie universelle. Qu'est-ce qu'on met derrière ce « je fais » et je mets en place des pratiques pour tous? Alors l'idée, c'est un peu comme je disais, c'est de partir du constat que en adaptant certains supports de cours, certaines modalités d'examen, on peut finalement correspondre à un maximum d'étudiants. Donc ici, le décret, il ciblait vraiment sur les étudiants avec un trouble, avec une maladie, une situation de handicap et reconnue. Il faut aussi penser à tous les autres étudiants qui finalement ont peut-être des difficultés, mais qui n'ont pas forcément fait le pas d'avoir un document, un certificat médical, un rapport. Et puis alors à tous les autres étudiants aussi avec des profils variés qui peuvent avoir différentes façons d'apprendre. C'est un petit peu sortir du mythe de l'étudiant qui apprend d'une seule manière. C'est pouvoir proposer différents chemins d'accès pour arriver à un apprentissage. Et donc, on peut parler alors de la conception universelle de l'apprentissage, qui est un modèle qui peut offrir justement un canevas à suivre pour s'inspirer et améliorer ces pratiques pédagogiques. De manière pratico-pratique, peut-être Anne-Sophie, tu peux expliquer ce qu'on met derrière la CUA ou DUA, qu'on appelle aussi le design universel de l'apprentissage. On agit sur quel type d'aspect? Je dirais qu'on peut multiplier les ports d'entrée, en fait. D'accord. Les ports d'entrée, les accès à l'information et aux apprentissages. Ça, c'est pour moi une première chose. C'est envisager la multitude de possibilités. C'est être créatif, finalement, pour que chaque étudiant y trouve son compte. Oui, tout à fait, c'est ça. Et alors, un deuxième volet de cette conception universelle, c'est pouvoir donner plusieurs moyens d'expression à l'étudiant pour rendre compte de ses apprentissages, en fait. Donc, plutôt que de rester uniquement peut-être dans un mode d'évaluation écrit, pouvoir varier en fait les possibilités, donner un choix à l'étudiant pour pouvoir exprimer et surtout vérifier finalement que l'étudiant a bien compris ce qui lui avait été enseigné. C'est ça. Et dans un troisième ordre d'idées, on peut dire aussi qu'on va tenter de donner un maximum de sens, de mettre les étudiants dans des situations réelles d'apprentissage, au plus proche finalement de ce qu'ils vont vivre par la suite. Plus d'authenticité. C'est ça, de l'authenticité, être vraiment dans de vraies situations proches de leur futur métier. C'est ça, c'est vraiment l'idée de pouvoir inciter l'étudiant à participer, à être engagé dans son apprentissage pour aussi favoriser la motivation. Il n'y a rien à faire, on retient mieux quelque chose quand on est motivé de le faire. C'est vrai que si toutes les trois on réfléchissait à une situation d'apprentissage pendant nos études, qu'on a vraiment aimé, qui nous a marqué, je suis sûre qu'on va toutes les trois parler d'un projet, d'une activité qui nous a mises en action, d'un échange qu'on a eu entre pairs avec l'enseignant. C'est tout ça en fait qui nous a marqué de la petite enfance jusqu'à nos études supérieures. Et donc ces trois piliers que vous venez de décrire, je pense qu'ils sont essentiels en fait à juste aussi se sentir bien dans ses études, se sentir bien dans l'apprentissage, comprendre pourquoi on est là, et y mettre du sens. Je pense que ça c'est l'essentiel pour la suite. Après, pour la suite, moi, il y a quelque chose quand même qui m'interroge, c'est on met des aménagements ou pas, parce que justement, on travaille de manière universelle et en fait, ces aménagements, ils ne sont pas là pour une minorité, mais ils sont là pour tous. Et puis, en fait, ces étudiants-là, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Parce qu'on a mis beaucoup de choses en place, et puis l'après les études, quand ils rentrent dans le monde professionnel, qu'est-ce qui se passe pour eux?
Cette question-là, elle est importante parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui nous disent oui, mais si on met ça comme aménagement raisonnable ici dans l'enseignement, finalement, à quelle sauce ils vont être mangés dans le monde professionnel? Oui, c'est clair. On ne veut pas leur faire miroiter une réalité qui n'existerait pas. Moi, j'ai envie de dire que d'abord, les aménagements raisonnables dans le monde professionnel, ils existent depuis bien longtemps, depuis plus longtemps que dans l'enseignement. Donc déjà, si des étudiants ont des besoins très spécifiques, ils pourront également réaliser une demande d'aménagement raisonnable dans leur milieu professionnel. Et ça, c'est vraiment important de le dire parce qu'on n'est pas toujours au courant. Voilà, c'est déjà un premier élément. C'est vrai que c'est souvent une question qui revient parmi les plus récalcitrants. C'est souvent, j'aime pas le mot excuse, mais en tout cas la discussion quand quelqu'un dit oui, mais écoute, voilà, au niveau des compétences, Et tu et bien tout ça, sûr. et puis oui, c'est ça. Et plus tard, dans un an, par exemple, que fera-t-il alors C'est pas lui faire un cadeau. C'est ça. Après, il va être confronté à la réalité et ça sera plus possible. Eh bien, si, en fait, dans la société, on a pensé à ça. Et dans certains métiers, et dans beaucoup de métiers, c'est déjà mis en place, mais de manière bien plus efficace. Est-ce que finalement, le métier, on ne peut pas le faire de différentes façons, chacun avec ses forces, ses difficultés, mais peut-être se dire aussi que quand on est dans un boulot, on a sûrement des collègues aussi qui viennent compléter notre expérience. Et l'étudiant qui va se retrouver dans le milieu professionnel, je pense, va avoir toutes les clés pour développer son potentiel et sera soutenu par son milieu de travail. Et puis, il est aussi conscient lui-même de ses capacités, de ses forces et également de ses défis. Et puis la formation, les études supérieures, c'est une chose, et la formation ne s'arrête pas en juin quand tu es diplômé. Je pense qu'il y a aussi tout l'aspect de la formation continue, ce que les entreprises et le monde du travail, parce qu'on parle ici des entreprises, mais le monde du travail développe en termes de formation continue et d'accompagnement à l'expertise, que ce soit avec les collègues, comme tu l'as dit, mais aussi soi-même qui, pendant mon développement professionnel, je vais aller me diriger peut-être vers une certification autre, vers une formation X ou Y, parce que j'ai envie d'approfondir certaines choses, ou en tout cas de me spécialiser dans quelque chose. On ne s'arrête pas juste au diplôme, Absolument. juste aux compétences qu'on a au moment où on est diplômé, quoi. Le diplôme, finalement, il ouvre le champ des possibles. Je veux dire, l'étudiant arrive avec son diplôme, et puis alors, il y a encore toute la suite devant lui, et il va pouvoir finalement se perfectionner au fur et à mesure. Et moi, je pense vraiment que la société, elle est prête à accueillir ces personnes avec leurs besoins spécifiques ou autres. Pour terminer cette capsule, on a discuté au départ d'inclusion, d'aménagement raisonnable, et puis on en a découlé en fait sur une conversation beaucoup plus élargie sur la pédagogie universelle. Ça veut dire qu'il y a vraiment un changement en fait de posture au sein de nos institutions, qu'on est vraiment en train en fait de plutôt se diriger vers quelque chose de global, une posture en tout cas au service de tous. Vous avez ce ressenti-là ou pas ? Je vais dire que je l'espère en fait. Je l'espère parce qu'on va pouvoir de nouveau inclure un maximum d'étudiants. Je pense aussi aux étudiants qui sont dans des situations socio-économiques plus précaires, qui n'ont pas forcément l'accès aux spécialistes qui vont pouvoir bilanter ou justement donner le papier tant attendu pour avoir accès aux aménagements raisonnables. Ici, on va vraiment pouvoir penser à eux aussi, même s'il y a plein d'autres choses qui sont mises. On a des services sociaux qui sont très actifs également. Mais je veux dire, au niveau des difficultés dans les apprentissages, là, on inclut également ces personnes-là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça peut paraître aussi être un gros chantier, hein. Je pense qu'il y a des enseignants qui se disent « Oh là là, je vais devoir tout changer ». Non, pas du tout. En fait, il y a déjà énormément de choses que vous faites et qui peuvent être développées petit à petit. C'est assez rassurant ce que tu expliques, parce que je me dis, l'enseignant qui écoute ce que vous êtes en train de raconter aujourd'hui doit se dire « Oh punaise, j'ai encore tout changé, on vient avec un nouveau truc et ça vient me déstabiliser ». Alors que tu soulignes justement cette importance des bonnes choses qui se passent déjà, des bonnes pratiques,
des bons moments en fait aussi de rencontres où c'est important d'amener les enseignants autour d'une table, d'en discuter, de débattre, d'échanger pour construire mieux sur déjà là en fait qui sont déjà pas mal efficaces. Donc c'est assez rassurant de se dire qu'il y a un changement, mais en fait il y a déjà des bonnes choses qui se passent. On a énormément d'enseignants créatifs. On a des pépites dans nos équipes et je crois qu'il faut vraiment le souligner et les remercier ici. Moi, j'en profite, je pense que toi aussi, Caro, pour vraiment souligner ça. On a des gens qui veulent aller plus loin, qui ont déjà pensé à des choses et qui élargissent au plus grand nombre. Et donc, il faut les rencontrer, il faut mettre en contact tous ces gens. Les visibiliser, les valoriser, oui, c'est vraiment, très important. Oui. Vraiment. Merci Caroline, merci Anne-Sophie pour cette discussion. C'était super chouette, super riche. Et j'espère qu'on se retrouvera bien vite pour une autre capsule sur un autre sujet, pour débattre encore pédagogie et approfondir des sujets d'actualité qui nous touchent. Merci. Merci à toi, Amélie. Merci, Caro.